Madame, monsieur, bonjour, bon appétit si vous êtes à table et surtout si vous avez de la pomme de terre au menu, un tubercule produit au Burkina et notamment dans la province du Loroum dans le nord, une quantité si grande que les producteurs peinent à écouler le produit. Pour vous qui souhaitez vous en procurer à prix réduit, vous pouvez vous rendre à Titao où se déroule actuellement la foire de la pomme de terre, les échos de l'événement tout à l'heure. La pomme de terre est en fête à Titao dans le Loroum depuis ce 25 mars pour la 15e édition de la foire. C'est la problématique de l'écoulement de ce tubercule qui est au centre des réflexions. Pour ce faire, les différents acteurs analysent les pistes de réflexion qui peuvent se présenter. Irénée Kaboré et Alidou Alain Sawadogo. Pour cette 15e édition, ils sont une centaine de producteurs qui exposent une partie de leur production sur l'aire de la foire. Et ce sont au total 70 stands qui permettent aux producteurs du Loroum d'écouler cette année encore leurs pommes de terre en un seul lieu au prix de 250 francs CFA le kilogramme. Nous organisons la fête de la pomme de terre. Ça fait que tout le monde est sur place et puis ils travaillent. Nos populations qui partaient avant, soit à l'étranger, en Côte d'Ivoire, pour d'abord qu'ils restent sur place. Pour la campagne sèche 2016-2017, environ 117 hectares ont été emblavés en pommes de terre sur les différents sites maraîchers pour une production totale annuelle attendue estimée à environ 3500 tonnes au niveau provincial. Il faut donc dire que si on prend un prix moyen de 250 kg, et on peut donc s'attendre à près de 1 milliard de francs CFA. Il y a eu une légère baisse, diminution donc des superficies emblavées. Cela est dû notamment à la faible pluviométrie que nous avons constatée l'année passée. Une participation à l'économie locale non négligeable mais freinée par l'absence d'infrastructures de conservation, l'état de dégradation de la voie, l'ensablement des retenues d'eau et l'épineuse question d'écoulement. Des contraintes véritables à la production et au développement de la filière dans cette localité du Burkina. Et en plaçant le thème de cette 15e édition autour de la question d'écoulement, les promoteurs de la manifestation veulent interpeller les gouvernements et les partenaires à plus d'égards sur leur activité. On sent que ce n'est plus de l'amateurisme puisque nous avons des pommes de terre de taille géante qui prouvent que les méthodes modernes sont bien assimilées par les paysans. Le seul problème qui reste, c'est persévérer et trouver des débouchés. Et certainement que le ministre en charge de l'agriculture et le ministre en charge de commerce, mais aussi du tourisme, vont, chacun à ce qui le concerne, développer des initiatives pour accompagner ces braves paysans. Plusieurs prix d'encouragement ont été remis aux producteurs et productrices, histoire de les galvaniser pour les prochaines campagnes de production. Lors de la visite des stands, les femmes du Loroum ont donné à voir des différents mets locaux transformés à base de la pomme de terre. Une exposition qui reste sans doute la principale innovation de cette édition. Et pour être plus performants dans leur domaine, les maraîchers de la province du Loroum ont mis en place des jardins-écoles, une performance qui a entraîné l'accroissement de la production, mais aussi une difficulté d'écoulement. Certaines femmes pensent avoir trouvé la palissade par la mise en place des unités de transformation et des magasins de stockage. Restons avec Irénée Kaboré et Alidou Alain Sawadogo. La culture de la pomme de terre intéresse d'année en année les producteurs maraîchers du Loroum. Pour accroître davantage le rendement, certains producteurs se sont organisés en association et ont mis en place des jardins-écoles pour former et accompagner les plus démunis. C'est l'exemple de l'Association pour l'éducation et l'environnement ADESE. Nous travaillons avec aussi bien 50% de femmes, 50% d'hommes, mais aussi dans ces 50%, nous prenons en compte les personnes vivant avec un handicap. Et nous estimons que, en tout cas les années à venir, ces personnes-là ne tendront pas la main, mais peut-être seront des entrepreneurs pleins qui emploient des jeunes et des femmes aussi, afin de lutter aussi contre le chômage et le sous-emploi. Environ 3500 tonnes de ces tubercules jaunes sont attendues à l'issue de la campagne sèche 2016-2017 dans la province du Loroum. Cependant, l'écoulement de cette quantité constitue un véritable casse-tête pour les producteurs. Il y a des saisons dont les gens là viennent
pour prendre un crédit et puis aller revendre. Il y a d'autres qui n'amènent plus l'argent. Donc ce n'est pas à chaque moment qu'on gagne assez. Les produits maraîchers sont des produits périssables et du coup, n'ayant pas assez d'unités de conservation, alors les producteurs sont obligés de brader leurs produits et juste après les récoltes. Et vous savez, peut-être une semaine, 2 semaines après, les prix flambent alors qu'ils n'ont plus rien. Voilà, ce sont les revendeurs qui, en tout cas, se frottent les mains. Pour pallier aux difficultés de l'écoulement et la consommation de cette spéculation, certaines femmes ont réussi à mettre en place des unités de transformation et des magasins de stockage, ce qui leur permet non seulement de conserver, mais aussi de faire valoir leur savoir-faire en pommes de terre. On fait des biscuits, on fait la poudre, on fait des couscous avec la pomme de terre et on chasse la pomme de terre aussi comme ça pour ceux qui veulent aller faire frites. Si je veux faire la conservation, je paye les pommes de terre frais et très frais. C'est vrai que quand on paye la pomme de terre frais, ça diminue beaucoup de poids et c'est une perte. Mais pour avoir mieux conservé, c'est mieux comme ça. La pomme de terre, en plus d'être un complément nutritif, sa production permet d'accroître les revenus des paysans de la province d'Ilorum. Restons dans le nord du Burkina pour parler des cultures de contre-saison, spécialité des producteurs de la région. Ils veulent asseoir la sécurité alimentaire et plusieurs hectares de terre sont cultivés chaque année à cet effet. Alidou Alain Savadougou. Dans un contexte de changement climatique, de la rareté des pluies, la région du Nord a opté pour la culture de contre-saison afin d'asseoir sa souveraineté alimentaire. Des milliers d'hectares de terre sont exploités chaque année par des producteurs qui y cultivent, entre autres, de la pomme de terre, du haricot vert, de l'oignon et de la tomate. La campagne sèche est plus importante au Yatenga. La saison pluvieuse ne suffit pas pour les différentes cultures. Bon, pourtant, en saison sèche, même une petite superficie, on peut satisfaire la famille en besoin. Les maraîchages, au niveau de Yatenga, nous n'avons pas de choix. Il faut des maraîchages et l'élevage. Quand vous voyez aujourd'hui que les pauvres peuvent avoir manger des riz, des chorgos, c'est à cause des maraîchages. La maraîchiculture est une opportunité pour les paysans d'avoir une activité plus productive, leur permettant de subvenir à leurs besoins non seulement alimentaires, mais aussi sanitaires et sociaux. De nos jours, là, moi j'ai vu ça. Tout ne peut pas sortir de là-bas, mais on peut dire à 60%, c'est vide de ça. À ma fille qui fait l'école, souvent c'est ça, à travers ça, j'ai fait payer sa scolaire jusqu'à 3. C'est ça qui nous occasionne de gagner un peu à manger dans les maraîchages. Il n'y a pas un produit qui peut faire entrer des milliards si ce n'est pas de l'or, comme les maraîchages. Dans la région du Nord, la culture de contre-saison n'est pas seulement l'affaire des hommes. Les femmes aussi occupent une place importante. Ainsi, elles se sont réunies en groupement féminin afin d'accroître leur rendement et participer à l'économie familiale. Nous prenons des mini-crédits pour la culture de contre-saison. Cette activité est rentable pour nous les femmes. Avec les revenus, nous aidons nos maris pour le bien-être de nos enfants. Pour soutenir la production maraîchère dans le Nord, plusieurs activités se tiennent chaque année, notamment la foire de la pomme de terre à Titao, la foire de la tomate à Yako et les journées promotionnelles des produits maraîchers à Wayugia. À Kaya, c'est l'exploitation des ressources halieutiques du barrage de Ziga qui préoccupe le comité de gestion du périmètre halieutique. Ce sujet est à l'ordre du jour de sa deuxième session ordinaire et pour ce faire, les différents acteurs du plateau central et du centre-nord sont présents aux côtés du comité. Ibrahima Sombier et Mounira Keri. Comment développer la pêche et l'aquaculture dans le barrage de Ziga? Le comité de gestion de ce périmètre halieutique d'intérêt économique planche sur la question ici à Kaya.
Depuis 2016, les activités liées aux ressources halieutiques de ce barrage sont relancées et un an après, c'est l'heure du bilan. Nous sommes suffisamment satisfaits de la mise en œuvre des activités qui avaient été programmées. On sent en tout cas un engagement des acteurs afin d'atteindre les résultats qui ont été assignés au niveau de l'unité technique du périmètre halieutique. Nous avons la chance d'être appuyés par le projet de développement rural intégré du plateau central qui depuis 2 ans nous soutient dans ce sens-là. Et malheureusement ce projet va bientôt prendre fin. Voilà pourquoi au cours de ces travaux, nous allons discuter sur le fonds d'aménagement. Cette deuxième session ordinaire du comité de gestion de Ziga vise aussi à trouver la bonne formule pour une autonomie de gestion du barrage. Une autonomisation qui doit nécessairement passer par le renforcement des capacités des acteurs. On profite de ces différents types d'actions-là pour renforcer les capacités des acteurs, notamment de la pêche. Nous avons plusieurs variétés qu'on peut exploiter, non seulement pour la consommation, mais également pour la commercialisation. Les participants vont également adopter le compte-rendu de la première session ordinaire du comité. Il est aussi question d'examiner et d'adopter le projet d'arrêté portant création d'une contribution des acteurs aux activités d'aménagement du périmètre de Ziga. La lutte contre le péril plastique nous concerne tous et cela permet de faire des plus jeunes des éco-citoyens. Dans cette optique, le ministère de l'Environnement a organisé un concours ouvert aux écoles des 13 régions du Burkina. La remise de prix est intervenu le 3 mars dernier. Le compte-rendu de Ibrahima Sombier et Maïmouna Traoré. C'est un exemple. Une cour d'école sans sachet plastique. L'école Noguin Pilote fait partie des 13 écoles lauréates du concours interscolaire sur les emballages et déchets plastiques. À cette cérémonie de récompense, chaque école reçoit 200 000 francs CFA, 5 poubelles et une attestation de participation. Nous avons donné un slogan « Zéro sachet » dans la cour de l'école. Et nous avons sensibilisé nos élèves qui, même s'ils voient un sachet, vous allez voir qu'ils vont courir pour ramasser le sachet. Donc ça dit que sachet dans une poubelle. Une initiative du ministère en charge de l'environnement qui est bien accueillie par son collègue de l'éducation nationale. Le changement de comportement, il est plus facile à enseigner aux tout petits qu'à ceux qui ont déjà pris un certain nombre d'habitudes et qui sont difficiles à changer. Nous sommes dans cette école qui est primée, Noguin Pilote. Vous voyez qu'en dehors de la lutte contre les emballages et les sachets plastiques, ils sont déjà allés plus loin en faisant des pépinières pour reverdir leur école. Et au regard des notations, cela réconforte le ministère de l'Environnement et également cela dénote de l'importance et surtout, je dirais, de la nécessité de pouvoir organiser ce concours interscolaire. Cette première édition du concours interscolaire sur les déchets plastiques a connu la participation de 130 écoles. Les critères de notation selon le jury sont entre autres la connaissance de la loi 017 portant interdiction des sachets plastiques non biodégradables, la gestion des déchets et l'aménagement paysager des écoles. Réduire la vulnérabilité des ménages à l'insécurité alimentaire et cela de façon durable, c'est ce que poursuit l'ONG CRS Catholic Relief Service à travers le programme FASO. Dans les districts sanitaires de Tougouri, Mani et Gaïri, les populations ont été sensibilisées sur l'hygiène et l'assainissement ainsi que sur l'eau et la nutrition. Issa Kafando et Adama Koulibaly. Nous sommes ici en présence d'un care group ou groupe de soutien dans le village Pilga, district sanitaire de Tougouri. Grâce à la formation reçue dans le cadre du programme FASO, Esther Tapsoba, mère leader, encadre à son tour une dizaine de femmes pour des bonnes pratiques en matière de nutrition et de santé. Il s'agit de sensibilisation, de dépistage de la malnutrition ou encore la préparation de bouillies enrichies à base d'aliments locaux. Nous avons appris comment faire la bouillie, mais la difficulté résidait dans comment trouver les différents ingrédients. Ainsi, grâce à l'appui de nos promoteurs, nous avons pu trouver une solution. Après les récoltes, chaque femme amène qui du maïs, qui du sésame, ainsi de suite.
Et nous avons pu comme ça disposer de la bouillie enrichie pour nos enfants. Les femmes de cette localité ont pu ainsi mener plusieurs activités dont les résultats sont consignés dans ce scoreboard où le mur qui parle. Ces bâtons verts représentent ici le nombre d'enfants non malnutris et de l'autre côté le nombre de femmes ayant suivi le nombre recommandé de consultations prénatales. Bossongri a une dizaine de kilomètres de Mani. Là, c'est la méthode GASPA, groupe d'apprentissage et de suivi des pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, qui est mise en œuvre. Elle concerne les enfants de 0 à 6 mois, de 6 à 23 mois, ainsi que les femmes enceintes. À travers les sensibilisations sur la vaccination, la distribution de moustiquaires, l'allaitement exclusif pendant les 6 premiers mois, des résultats notables ont été obtenus avec un taux de prévalence de la malnutrition d'environ 6% à l'heure actuelle. En coutume aussi, il y avait des interventions parce que les enfants là, on disait que l'enfant ne pourrait pas aller à l'est aussi. Ça aussi, c'était l'ignorance. Tu ne devrais même pas prendre l'enfant là, aller au CSPS pour la traiter. Ça va traîner jusqu'à ça devient plus grave maintenant. On va amener l'enfant, des fois on n'arrive même plus à la traiter. On risque de perdre l'enfant là. C'est tout ça, c'est à cause de l'ignorance. Même l'accouchement là, il faut aller jouer d'abord au chat avant de venir libérer aux vieilles là aussi, d'amener la femme là à la maternité pour qu'elle accouche. Au nom de ça là maintenant, si l'enfant sent malade seulement, on court vite au dispensaire. D'une latrine en 2014, le village Balamounou comptait 46 latrines en 2015 dans le cadre du programme FASO, avec l'approche assainissement total pilotée par la communauté, en témoignant ces mamans qui ont toujours un pot à portée de main pour leurs enfants. Aujourd'hui, toutes les concessions disposent d'une latrine et cette localité a déjà été préévaluée pour le statut de fédale, fin de défécation à l'air libre. Depuis qu'on a construit ces WC là, ça a changé la vie du village. D'abord, le village est devenu plus propre et la santé s'est améliorée. Et il n'y a plus les maladies dues au manque d'hygiène. Et les gens même sont devenus plus propres. Ça fait que, bon, eux, ils se trouvent vraiment très contents parce que ça a changé beaucoup de choses. Ces différents résultats viennent ainsi renforcer la philosophie du programme FASO. Les familles réalisent des acquis durables. Nous avons éveillé les consciences des communautés. Nous leur avons appris beaucoup de techniques de production. Nous leur avons en tout cas accompagné avec des outils qui sont facilement gérables. Nous avons visité juste les aspects santé-nutrition. Mais les témoignages des communautés montrent quand même qu'ils ont appris quelque chose, ils ont maîtrisé quelque chose. Mis en œuvre depuis 2010, le programme FASO court jusqu'en 2018 et devrait permettre à terme l'amélioration des conditions de vie de plus de 51 000 couples mères-enfants en santé, nutrition et WASH. Ce sera un problème de moins pour ceux qui vont souscrire aux logements sociaux de Zaktouli à quelques encablures de Ouagadougou. La réalisation est de Abdoul Ouetraogo, promoteur immobilier. Le constat fait sur place est satisfaisant selon notre reporter, vu que certaines maisons sont au stade d'achèvement et d'autres n'attendent plus que l'eau et l'électricité. Oumar Sombré. Des logements de différents standings à Zaktouli. Nous sommes sur le site de l'agence immobilière Abdoul Service International. Ici, en moins d'une année de travail, certaines maisons sont déjà achevées et d'autres toujours en chantier. Pour le promoteur immobilier qui compte accompagner la politique du gouvernement en matière de logement, tout sera fait pour le confort des souscripteurs. Il y a des logements qui sont déjà prêts, où il y a des gens même qui sont prêts à déménager. Nous demandons vraiment à la Sonabel et à l'ONIA d'ouvrir l'œil pour que nous puissions quand même honorer les engagements qu'on a avec nos clients. Sur le site de Zaktouli, la majorité de ces logements a été construite sur commande par des mutuelles de travailleurs. En ce qui concerne le programme de 40 000 logements sociaux annoncé par le ministère en charge de l'habitat, le promoteur dit être prêt à accompagner le gouvernement. Nous sommes en train de voir avec le ministère de l'Habitat. On a promis de faire des logements de 7 500 000 et 9 850 000. C'est ça qu'on appelle les logements sociaux. En plus de Zaktouli, l'agence dispose de plusieurs sites dont Saba, Ouara 2000 et Boissa. La Jamaat islamique Ahmadiyya veut contrer l'expansion du terrorisme en œuvrant pour la solidarité entre religions. Plus de 1000 participants sont venus pour échanger sur la question au cours d'une conférence qui s'achève ce 26 mars. Le témoignage de Adama Guiti et Oumar Zombri.
À travers cette conférence publique annuelle, la Jamaat islamique Ahmadiyya Burkina Faso prône l'amour pour tous et la haine pour personne. Elle entend prouver ici à tous que l'islam est une religion de non-violence. Les gens qui parlent au nom d'islam, djihad ou terrorisme, ce n'est pas l'islam. L'islam, c'est la paix. Et c'est ça que le thème principal de notre conférence, les forums qui seront organisés sera sur ce thème. Et nous voulons que les populations burkinabées comprennent que l'islam ne permet pas à quelqu'un d'aller tuer quelqu'un au nom de religion. La contribution de la Jamaat, justement, c'est de conscientiser l'opinion sur le fait qu'il faille carrément séparer le terrorisme de toute religion. Et c'est fort de ce constat que les autorités ont fait le déplacement à cette 26e conférence. Nous sommes venus au titre de l'Assemblée nationale et celui du gouvernement pour d'abord féliciter la communauté, demander une solidarité de toutes les confessions religieuses. En tant que représentant du peuple, c'est de dire que la religion, surtout l'islam, doit être un tremplin pour cultiver cette paix-là. Pour une nécessaire solidarité entre les religions afin de contrer l'expansion du terrorisme, c'est sous ce thème que se tient cette conférence. En plus, les participants débattront sur d'autres sujets comme rôle des médias pour éviter l'amalgame entre djihad islamique et terrorisme et islam et laïcité sont-ils conflictuels? La paix, il en est également question dans l'Oudalan au travers du festival Tondikara du Sahel. Initiative de l'association ACLAR, le festival va accueillir 48 heures durant des artistes venus du Mali et du Niger. Martin Ouedraogo et Seydouzoun. Au pied de la colline blanche de Gorom Gorom se tient les Tondikara du Sahel. C'est un festival culturel transfrontalier pour promouvoir la paix et le développement. Et les Tondikara du Sahel, c'est toute une histoire. Dans le temps, après les récoltes, les populations transfrontalières du Mali, du Niger venaient rendre visite à leurs frères du Burkina, et notamment à Gorom Gorom. Ils passaient effectivement la fête ensemble ici. Ils nouaient des liens d'amitié, de mariage. Ensuite, ils retournaient chez eux. C'était une tradition où on perpétuait la paix dans cet espace sahélien. L'association ACLA entend donc renouveler cette tradition à travers ce festival. Durant 3 jours, les festivaliers auront droit à des conférences sur l'histoire du canton de Gorom Gorom et sur les populations transfrontalières. Il y aura également des prestations d'artistes de la localité et des artistes venus du Niger et du Mali pour véhiculer des messages de paix. Dans un festival, tout le monde va se rencontrer. En Bella, Tamashek, Bambara, Moussi, tout le monde vient ici pour comprendre ce qui se passe et échanger entre eux. Aujourd'hui, nous, on est venus, depuis qu'on est venu ce matin, on a eu des gens qui sont venus chez nous, qui nous parlent Moussi, qui nous parlent Peul, qui nous parlent autre. Nous, on les parle le soir de chez nous. Et ça nous fait rire et on est en train de faire du cousinage. Je leur souhaite vraiment la bienvenue. Ils sont ici chez eux parce que nous partageons la même culture, presque le même territoire, les mêmes habitudes alimentaires. Les Tondikara du Sahel est à sa première édition. Les participants à cette cérémonie d'ouverture souhaitent que l'initiative se pérennise et qu'elle contribuera à ramener la paix au Sahel. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour la dernière édition de 22h30. Bon après-midi.